Bonjour, je suis Julien Merali, directeur de l'Agora DSI, un club Agora Manager. Vous écoutez les enfants de l'IT. Cybersécurité, management, transformation, IA. Les enfants de l'IT, c'est le podcast qui s'adresse aux DSI de grandes entreprises publiques et privées. Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous sur les enfants de l'IT pour aujourd'hui une thématique avec un peu de retrait et de retour d'expérience autour des JO 2024 puisqu'on va aborder la thématique retour sur les JO 2024 et les impacts sur les prestataires. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Franz Régul. Bonjour Franz. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a beaucoup entendu entendu ton nom pendant de nombreuses années. On en entend encore parler lors des JO 2024, à la fois dans leur préparation, pendant et puis après. Aujourd'hui, tu es directeur de la cybersécurité de BPI France, et bien entendu ancien RSSI des JO 2024. Alors, on va revenir sur à la fois le parcours au sein des JO 2024, ce qui s'est bien passé, peut-être ce qui s'est moins bien passé, ce que ça a changé aussi pour toi d'un point de vue personnel et professionnel. Mais tout de suite, je te propose de faire une petite pause pour passer à la minute légale avec Nicolas Taverna, qui est au sein du cabinet Poggi Avocat IT, partenaire de l'Agora des DSI. Et on se retrouve dans un instant. Nicolas Taverna, bonjour. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous pour partager cette minute légale. Quel est le sujet légal que tu vas aborder aujourd'hui ? Alors ce soir, je vais parler d'assurance cyber. Donc le risque cyber évolue assez rapidement et les entreprises doivent s'adapter. Pour autant, il y a une enquête qui est sortie en octobre dernier de l'IFOP. Et cette enquête, elle dit que les 51% des ETI déclarent ne pas avoir souscrit d'assurance cyber. Donc finalement, cette sous-couverture, ce chiffre montre qu'on a une insuffisance de couverture par rapport à une menace qui est quand même importante. Historiquement, donc les polices d'assurance, elles reposent sur une évaluation statique du risque au moment de la souscription et ensuite périodiquement. Les assurés doivent fournir des informations exactes et complètes et ces déclarations sont cruciales. En cas de sinistre, l'assureur peut contester la couverture si les réponses sont inexactes. Donc ça, c'est le moment de la souscription. Okay. Ensuite, autre terrain piégeux, les exclusions de garantie. Et là, je vais donner 3 exemples. Premier exemple, il y a des clauses qui excluent la couverture de l'assuré si l'assuré n'a pas une protection cyber suffisante. Et donc, c'est important d'avoir une bonne association entre les équipes cyber et les équipes qui s'occupent du renouvellement des assurances. Deuxième exemple, on a les clauses d'exclusion pour risque de guerre. Et là, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on apprécie ces clauses dans un monde où maintenant on est à l'heure de la guerre hybride. Il y a une décision intéressante qui est sortie aux États-Unis d'une cour d'appel du New Jersey dans une affaire qui a opposé le groupe Merck à un assureur qui s'appelle ACE. Et donc la cour d'appel a jugé que la cyberattaque, que la clause acte de guerre ne s'appliquait pas à la cyberattaque, alors même que l'attaque avait été attribuée à un acteur étatique. Troisième illustration, les clauses d'exclusion sur des risques qui sont nouveaux, donc mal maîtrisés par les assureurs. Et là, on pense aux risques liés à l'IA. Mais à côté de ces exclusions, on a ces exclusions engendrent elles-mêmes la création de nouveaux produits d'assurance qui viennent boucher les trous, si je puis dire. Et donc, on a des produits d'assurance qui vont être dédiés aux risques cyber et certains produits qui vont cibler plus particulièrement des risques qui sont propres aux risques IA. On est en train de passer finalement d'une logique d'évaluation statique des risques à quelque chose de plus dynamique. Les assureurs, ils ne proposent plus uniquement de l'indemnisation, mais ils proposent aussi des services de prévoyance et donc ou d'assistance. Et pour ce faire, ils s'associent avec des spécialistes ou des professionnels de la cybersécurité sur des services qui peuvent être du monitoring, des tests, des diagnostics, etc. Et donc, cette nouvelle approche permet de diminuer à la fois la fréquence et la gravité des sinistres et donc de maîtriser les primes d'assurance. Et l'assurance cyber devient un produit global, un service global, avec un volet prévention, un volet assistance en cas de sinistre et un volet indemnisation.
Et je finirai cette minute légale par un conseil pratique. Depuis 2023, les dommages qui sont causés par une atteinte à un système automatisé de traitement de données, pour être indemnisés, doivent être déclarés, il faut porter plainte dans un délai de 72 heures à compter de la réalisation de l'attaque. Donc, pour rappel, la plainte, ça peut se déposer au commissariat, mais ça peut aussi se déposer directement auprès des services du procureur de la République, du tribunal judiciaire compétent. Merci beaucoup Nicolas Taverna au sein de Podi Avocat IT, partenaire de l'Agora des DSI. Je vous propose de rester avec nous pour retrouver Franz Régul pour la grande interview. Franz Régul, merci d'être resté avec nous pour cette grande interview. Alors je le disais, tu es aujourd'hui directeur cybersécurité de BPI, ancien RSSI des JO 2024. On va revenir bien entendu sur les JO 2024, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et peut-être, est-ce que tu peux dire un mot pour présenter BPI France et ton rôle en son sein aujourd'hui? Oui, bien sûr. BPI France, c'est donc la banque publique d'investissement. C'est la banque des entrepreneurs en France, donc une institution un petit peu à cheval sur le public et le privé qui vient apporter aux entrepreneurs français l'ensemble des services financiers dont ils ont besoin. Et donc, dans ce contexte, en tant que banque, avec une licence bancaire, je suis directeur de la cybersécurité de l'établissement, qui est lui-même régulé par la Banque de France et la Banque centrale européenne. Et puis, j'essaie, aux côtés de mes collègues, en particulier dans le domaine de l'investissement, de contribuer un petit peu à faire émerger des champions nationaux, des champions hexagonaux en matière de cybersécurité. Donc forcément beaucoup de sujets de gouvernance et de souveraineté. Absolument. Tout à fait. Alors, je n'aime pas du tout depuis les Jeux le terme de souveraineté, donc je suis plutôt le terme un peu plus en vogue d'autonomie stratégique. Et Oui. tout à fait, ça fait partie de nos grands sujets pour les mois qui viennent. Alors on va revenir sur les JO, on va essayer de faire un peu la frise chronologique. À quel moment et comment, un jour, on est nommé RSSI des JO 2024? Alors c'est un petit peu décevant, j'aimerais qu'il y ait une histoire fabuleuse, un concours de circonstances improbables. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à l'été 2019, le comité d'organisation des Jeux olympiques a publié son offre d'emploi et moi, à l'époque, quand je l'ai vu popper sur LinkedIn, je me suis dit: C'est juste, inconcevable de ne pas répondre à ça, de ne pas tenter le coup». Donc j'ai tenté ma chance. Il demandait, le mode de recrutement, il était un peu funky. Il demandait de réaliser une vidéo un peu rigolote pour se faire connaître parmi plein de candidats et moi, c'est pas trop la personne que je suis, donc j'ai tenté, sans la vidéo qui était facultative et quelques semaines plus tard, on me rappelle pour me proposer un entretien. Donc je me suis rendu, sur place, j'ai rencontré celui qui allait devenir, je ne savais pas encore, mon N+1, Bruno Marreos, le directeur de la technologie des jeux et on a échangé et il y a eu un bon fit. Je pense qu'il cherchait, il cherchait le genre de compétences que je pouvais avoir. Heu, Moi, j'avais très, très envie d'y aller. Et surtout, je lui ai jamais demandé et je ne lui demanderai jamais s'il y avait d'autres candidats et comment j'étais Oui. placé. Mais en tout cas, c'est moi qui ai eu le poste à la fin. Donc tu es rattaché au comité olympique, comment ça se passe? Alors, le comité d'organisation, c'est une association de droit privé, une association à but lucratif qui a délégation en fait du CIO et de la ville hôte pour organiser les Jeux. Donc, c'est une structure privée avec un contrat de travail qui est rattaché au comité d'organisation. Et évidemment, ce comité d'organisation, il travaille avec les autorités, au premier rang desquelles la ville de Paris, la région, mais également un certain nombre de ministères. Et donc, il a pour rôle de livrer l'événement lui-même. Donc, il construit pas les stades. Ça, c'est le rôle, d'une organisation qui s'appelait la Solideo, qui Mmh. existe toujours pour les Alpes 2030 d'ailleurs. Le comité d'organisation, il livre les cérémonies, les compétitions. Alors dit comme ça, on peut peut-être se dire, le comité d'organisation, bah, il doit fournir, des PC Windows et des antivirus pour quelques dizaines de Gaulois et non, pas du tout. En fait, les chiffres, ils sont considérables. On parle de plus de 10 000 postes de travail, plus de 200 applications durant les jeux eux-mêmes et tout ça, ça doit se construire from scratch parce que Alors on part de rien en fait, on part on d'une part feuille de blanche. rien du tout. Pour tout un tas de raisons historiques, il y a très peu de choses qui soient fournies par le CIO ou par les autorités olympiques de manière générale et il y a même, très, très peu d'historique en fait heu, d'expérience accessible. C'est-à-dire que, par tradition, et on en parlera peut-être tout à l'heure, les gens qui ont fini de livrer les jeux, ils retournent à leur vie civile Ouais. et ils se préoccupent pas de briefer ou de former leurs successeurs et puis de toute façon, ça aurait qu'un sens limité parce que, quand les jeux olympiques changent de continent, ils changent de réglementation, ils changent de Bien culture du sûr. travail, ils changent de tout un tas de choses.
Alors finalement, est-ce que c'est un point fort ou un point faible? Ou en tout cas, est-ce que c'est plus dur? Quand on n'a pas de legacy, souvent on entend les DSI, les RSSI se plaindre du legacy dans les entreprises. Toi, tu as connu cette situation où tu es monté from scratch, ce système d'information qui était, et c'est peut-être, on va y revenir aussi, et peut-être ça a peut-être un intérêt d'être finalement cyber security by design. Mais est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient, selon toi? Les 2, mon capitaine. Il est évident que quand on arrive, en tout cas moi, quand je suis arrivé début 2020, et qu'on part d'une feuille blanche, c'est extrêmement intimidant. C'est extrêmement rare comme opportunité professionnelle de se dire: «Je vois à peu près où je dois être dans 4 ans, mais là, j'ai rien» et donc c'est quoi les étapes que je dois franchir pour partir de rien et arriver à l'état de l'art, d'ici 4 ans? Donc très difficile, avec une deadline qui ne bouge pas. On n'est pas du tout dans les projets qu'on peut rencontrer dans plein d'autres Bien sûr. environnements. La cérémonie d'ouverture, sauf cas de force majeure, et je dis veux vraiment dire majeure, elle ne bouge pas. Donc c'est quand même une pression très, très dure sur toute la construction du projet. Ça veut aussi dire que, on ne peut pas se louper, on ne peut pas revenir 50 fois sur un sujet. En revanche, au fil du temps, alors que le projet progresse, ça devient progressivement un avantage. C'est-à-dire que, au fil des livraisons des différents systèmes, le fait de les construire à l'état de l'art, de les construire secure by design, ça devient une force. Et le fait est que c'est l'un des apprentissages de ces jeux. A posteriori, il est évident que, sans fanfaronner, une partie de nos systèmes informatiques étaient vraiment très robustes Ouais. et très solides parce qu'ils avaient été conçus à l'état de l'art depuis le début. Alors, on va s'intéresser forcément aux prestataires, les impacts que les jeux ont pu avoir sur ces prestataires. Euh, Là aussi, comment ça se passe? Est-ce que on vient vers toi en disant voilà la liste des prestataires avec lesquels on va travailler? Est-ce que cette liste-là, elle est assez homogène? Est-ce qu'ils sont tous à peu près au même niveau de cybersécurité? Comment ça se passe? Alors j'ai essayé de ne pas citer de nom, mais il y a tout un tas d'anecdotes, amusantes sur ce sujet-là. C'est très varié. Alors ce qu'il faut comprendre au début, c'est que comme le comité d'organisation, c'est une structure privée, c'est une structure qui doit se financer Oui. d'elle-même. Donc le budget du comité d'organisation, c'est 96 de fonds privés. Ce sont principalement la billetterie, les droits télé et les partenariats payants. Donc évidemment, un partenaire payant, un sponsor des jeux, en échange de payer et d'associer son image, à la marque des jeux, il attend un certain retour sur investissement, il attend en tout cas une certaine contribution. Donc, une partie de nos partenaires, en fait, de manière générale, tous nos fournisseurs commençaient par faire l'objet d'une consultation pour déterminer s'il y avait un partenaire Hmm. qui était intéressé pour travailler, pour acheter la catégorie concernée. Donc ça veut dire qu'on travaille avec, enfin, selon les moments du projet, on va travailler avec des partenaires, ce que le CIO appelle top. Ce sont les partenaires mondiaux qui sont imposés par le CIO. On pense à Alibaba, et on va peut-être en reparler, ou à Omega, qui est extrêmement connu. Il y a les partenaires domestiques. Pour la cybersécurité, on a beaucoup travaillé avec Cisco et avec Eviden. Et puis, ensuite, il y a un certain nombre de fournisseurs qu'on consulte par appel d'offres. Alors, dans le cas des Jeux de Paris, une exigence de l'État en échange de sa garantie, c'était qu'on soit assujetti à la commande publique. Donc, Hmm. pour moi, c'était une nouveauté, c'est de travailler à la commande publique. Et puis, on rencontre un certain nombre de partenaires, enfin de fournisseurs potentiels, ou en tout cas d'entreprises candidates, qui aimeraient bien travailler avec les jeux. Et là, c'est là qu'on a eu quelques petites frictions ou quelques petites anecdotes rigolotes, parce que il y avait tout un tas d'acteurs qui s'attendaient à ce qu'on vienne les chercher, alors qu'on prépare les Jeux olympiques. Et en fait, ça peut juste pas arriver. On a tellement de choses à faire. On va pas aller chercher des fournisseurs, même s'ils sont très bons dans leur domaine, alors que on a une livraison, on a des problèmes en permanence, des imprévus constamment, et alors qu'on on est déjà démarché par des partenaires extrêmement solides, Hmm. extrêmement puissants. Est-ce que, alors, il y a les fournisseurs, il y a les partenaires, les prestataires aussi avec lesquels vous avez travaillé et avec qui vous étiez interconnectés. En tout cas, on peut l'imaginer ainsi. Est-ce que quelle était la position des RSSI quand, finalement, tu les as mis autour de la table? D'abord, est-ce qu'il y en avait toujours? C'est un point aussi. Et puis, est-ce que quelque part, ils étaient contents de voir arriver, les JO et de se dire: «Bah, ça peut m'aider peut-être dans mon entreprise à gagner en maturité et à faire comprendre à ma direction générale que la cybersécurité est un enjeu majeur»? Ou est-ce que c'était plutôt vécu comme, un peu, comme les normes qu'on va imposer au sein des entreprises? Alors on a eu les 2 là aussi, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à travailler,
j'ai tout de suite approché nos grands partenaires, notamment les partenaires, les implantations françaises des grands partenaires du CIO. Je m'imaginais qu'au même titre que moi qui était enthousiasmé par le projet olympique, j'allais rencontrer des gens qui allaient mobiliser leurs forces pour m'aider. Et puis c'était très pragmatique en plus. Moi, quand je suis arrivé au sein du comité d'organisation, il n'y avait pas de budget cybersécurité encore, il y avait très peu d'activités. Et à l'époque, j'ai été accueilli froidement, on va dire. C'est-à-dire qu'ils étaient intéressés, mais ils avaient bien d'autres choses à faire. C'était juste avant le Covid en plus. Donc ils n'étaient pas nécessairement très réceptifs. Ensuite, au fur et à mesure qu'on a construit le projet, on a effectivement travaillé main dans la main avec nos fournisseurs, avec nos prestataires, avec nos partenaires. Parce que moi, c'était déjà une de mes convictions avant de rejoindre le COJOP. L'exposition de la chaîne d'approvisionnement, ce sera un élément clé, y compris dans l'histoire des Jeux. L'attaque de Pyeongchang en 2018, c'était une attaque par la chaîne d'approvisionnement. Donc c'était l'un des scénarios noirs qu'il fallait absolument éviter. Et donc dans ce cas-là, on a eu en gros 4 types d'interactions qu'on a pu avoir. D'abord, il y a eu tous les petits spécialistes de l'événementiel qui nous ont regardés débarquer un beau jour comme si on était des martiens, parce qu'on leur parlait de cybersécurité. Et eux, ce sont des professionnels de l'événementiel, ils connaissent parfaitement leur métier. En revanche, pour la majorité d'entre eux, leur métier, ça n'inclut pas la Ils avaient cybersécurité. peut-être même pas anticipé que la Absolument, cybersécurité serait... absolument. Et de ce point de vue-là, nous, notre travail, c'était de les convaincre et c'était de les accompagner de façon pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'applique pas des clauses contractuelles sur ce genre de prestataires en se disant je m'en lave les mains, débrouillez-vous. Non, il faut leur proposer des approches pragmatiques parce qu'ils n'ont pas non plus la masse critique pour faire durablement de la cybersécurité. Ils s'adaptent à l'occasion. Ensuite, on a eu des structures beaucoup plus matures, et c'était le cas de la plupart des partenaires, enfin de tous les partenaires à vrai dire, et de la plupart des grands fournisseurs, très matures en cybersécurité, mais pour qui les jeux, de ce point de vue-là, étaient une opportunité. Et moi, je suis très content en tant que RSSI d'avoir aidé un certain nombre de mes confrères à décrocher des financements, à pouvoir débloquer des grands programmes qui, pour certains, traînaient depuis des années. Et là, ils ont obtenu, avec leur démarche individuelle, puis avec les éléments de langage qu'on leur a fournis aussi, ils ont obtenu de leur direction générale les fonds, les moyens, l'autorité pour faire avancer des grands programmes. On a eu, troisièmement, des partenaires très très matures qui, eux, n'avaient pas besoin de faire de grands programmes parce qu'ils étaient déjà mûrs, parce qu'ils sont déjà exposés au quotidien. Et eux, on a travaillé surtout durant les derniers mois pour construire avec eux un véritable écosystème cybersécurité. Donc mettre en place une vraie solidarité entre les acteurs des jeux qui fasse qu'on soit capable de communiquer ensemble, de travailler ensemble et d'opérer ensemble, notamment en échangeant du renseignement cyber, pour être plus forts ensemble. Et ça, c'est un des grands succès des jeux et c'est quelque chose dont je sais que certains de ces partenaires se sont inspirés pour travailler chacun dans leur coin et que moi, j'essaie de porter à mon niveau aujourd'hui. Et enfin, le quatrième profil, c'est très spécifique, ce sont nos 2 partenaires Cisco et Eviden qui occupaient vraiment un rôle très à part en fait dans l'environnement olympique parce que dans l'environnement olympique, quand on est le partenaire officiel boisson, par exemple, ça manque de bulles dans les sodas, c'est pas très très grave. Quand on est le partenaire cybersécurité, si ça manque de cybersécurité dans le système d'information, on a un vrai problème. Et donc, on a eu une aventure passionnante avec eux parce que on s'est un petit peu cherché au début, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des boîtes qui sont très très matures, qui emploient certains des meilleurs spécialistes du monde. Et là, on n'était pas dans une relation client-fournisseur, parce que c'est ce que je leur avais dit très très tôt, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. On était dans une vraie relation partenariale. Et donc, j'ai eu des retours après coup, tout un tas de témoignages de gens avec qui on a travaillé, qui nous ont confirmé que ça avait été également pour eux une aventure très très forte, parce qu'on était revenu aux fondamentaux de la cybersécurité, en laissant un petit peu de côté la dimension commerciale pour se concentrer sur l'aventure collective. Alors, quand on a, j'imagine que d'un point de vue managérial, ça doit aussi être très intéressant, parce qu'on voit bien que c'est assez hétérogène, les fournisseurs, les prestataires. Comment on arrive à les mettre toutes et tous autour d'une table et à mettre les bons moyens de communication, si je puis dire, pour que ce soit fluide, parce que c'est une histoire qui a duré 5 ans, si je ne me trompe pas. Comment pendant 5 ans, on arrive à les faire communiquer et avec des niveaux de maturité, comme tu disais à l'instant, qui sont différents? Alors, by the book, pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a fait notre intégration de la sécurité dans les projets très tôt. Moi, c'est une de mes premières expériences en cybersécurité, c'est le travail d'analyste. Donc, j'étais attaché à ce qu'on fasse vraiment du cyber security by design, y compris vis-à-vis de notre tierce partie. J'étais attaché à ce que les clauses contractuelles qu'on mettait en place systématiquement, elles soient pragmatiques,
C'est-à-dire que l'exemple que j'ai beaucoup repris, c'est que la clause d'auditabilité, c'est bien, mais vraiment auditer, c'est mieux. Donc, on s'est montré très tôt très ambitieux. On les a un petit peu bousculés parfois quand ils n'avaient pas la maturité. Et puis on s'est montré constructif. Donc ça nous a permis de construire une cartographie très solide en fait de nos fournisseurs, de leur niveau d'exposition, de leur niveau de maturité et de leur niveau de risque en Mmh. fonction du service qu'ils nous rendaient. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapprochait des jeux, ça a été le travail de l'équipe, là aussi beaucoup, de s'appuyer sur ces premières relations de travail qu'on avait construites, de ménager du temps aussi, parce que c'est pas toujours facile quand on est la tête dans le guidon, qu'on a un projet à livrer qui ne peut pas se décaler, de se dire: «Oui, mais là, il faut que je fasse une pause» parce que c'est important aussi de protéger tout l'écosystème, Mmh. parce que si les trains n'arrivent pas à l'heure, parce que si les ordures ne sont pas ramassées dans la ville de Paris, c'est pas mon système d'information, mais c'est quand même mon événement. Bien sûr. Merci beaucoup, Franz Régul, pour cette première partie de l'interview. Je te propose de rester avec nous et de rester pour nous écouter la Minute Benchmark et j'appelle Philippe Albrecht à nous rejoindre. Philippe Albrecht, président fondateur de Quanza et partenaire de l'Agora des DSI, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette Minute Benchmark. Quel est le chiffre du jour? 70%, Julien, 70% en France. 70% des DSI veulent engager une modernisation de leur SI en 2026. Principalement sur la refonte, l'évolution du patrimoine applicatif. 65% des DSI également vont accroître leurs investissements dans la paysation et dans les modèles d'architecture, notamment les plateformes data. Donc à chaque fois à peu près 2 sur 3. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que 60 à 70% estiment que la modernisation du legacy doit passer par la modernisation 3.0. Qu'est-ce que la modernisation 3.0? L'IA, l'automatisation et la refonte. La refonte effectivement automatisée autant que possible. On voit bien les impacts aujourd'hui de plus en plus courants du LLM dans la réécriture de certains programmes. Évidemment, l'automatisation est la mère de toutes les batailles, de toute façon. Et puis, on est bien sur des refontes complètes ou des refontes partielles de certains SI. Alors, pourquoi cette modernisation des SI? C'est un vieux sujet, mais c'est toujours le même. La dette technique. Le legacy n'est pas adapté de toute façon à l'évolution du SI, de la technologie telle qu'il va, l'IA, le cloud, la digitalisation de bout en bout. Il y a bien toujours cette pression sur les coûts qui est aujourd'hui de plus en plus forte au sein des DSI. Et en fait, on sait bien qu'un SI traditionnel, legacy, à maintenir le MCO courant, ça coûte pas cher. Par contre, à faire évoluer, ça coûte très très cher. Et donc, c'est très lent. Et on se retrouve même avec des syndromes du triple coût. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, on doit payer cher cet évolutif, mais en plus, peut-être certaines fonctions sont-elles aussi portées à d'autres endroits du SI, donc il y a un doublonnage. Et puis, évidemment, ça crée aussi du shadow IT, donc triple peine. Il faut bien sûr parler des vieux legacy, des failles béantes de sécurité. C'est évident, on vient d'en parler à l'instant, mais c'est clair. Et puis effectivement, il y a un frein au time to value. Les difficultés à faire évoluer rapidement le SI sont une contrainte par rapport à des métiers qui veulent des résultats de plus en plus rapides. Donc il faut adresser la modernisation du SI, il faut adresser la dette technique et les DSI sont largement engagés là-dessus, autant que se peut. L'implication pour eux est forte de différentes manières. Premièrement, effectivement, il faut qu'ils mettent en place une valorisation de ces initiatives qui soit orientée plus vers les ROI métiers. Nous, par expérience, on voit bien que moderniser un SI, le réécrire simplement sur des chiffres qui concernent des économies purement IT, ça ne fonctionne pas, notamment parce que souvent, quand on passe sur les nouveaux types d'applications plus modernes, eh bien, les coûts de licence, par exemple, sont plus importants que ceux qu'on payait précédemment. Je ne vais pas citer d'exemples de ERP modernes, mais quand on va d'un AS400 vers quelque chose de moderne, effectivement, on a une explosion des coûts de licence. Donc, les gains ne sont pas justifiés par l'IT, ils sont bien justifiés par la valeur métier et puis aussi des éléments qui sont liés, encore une fois, à la sécurité. D'un point de vue pratique, quand on est sur ces aspects de refonte, de réécriture, de réarchitecturation, il faut éviter d'emblée de recréer des silos. Donc il faut penser API par design, data par design, sécurité par design, pour être tout de suite sur quelque chose qui soit intégré au sein d'un tout qui ait du sens d'un point de vue du flux de la data, déjà pour commencer.
Des exemples aussi qu'on voit et qu'on propose à certains de nos clients, c'est de sacraliser une partie du budget dans du pluriannuel pour la résolution de la dette technique. Donc, c'est-à-dire, voilà, on va réserver 10-15% du build pour traiter la dette technique proprement dite. Enfin, et ça c'est important, 70% des initiatives n'atteignent pas les objectifs pour différentes raisons. Donc, souvent, les notions de est-ce que les économies atteintes sont là? Pas forcément. Ou est-ce qu'on le fait dans les temps? C'est très compliqué de moderniser un SI et surtout de décommissionner les vieux SI. Souvent, en plus, ça n'intéresse pas forcément les meilleures ressources qui préfèrent aller faire d'autres choses. Donc, il y a bien une notion de bien piloter avec beaucoup d'attention ces décommissionnements et ces modernisations par la valeur, de façon effectivement à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Voilà, Julien. Voilà, France. Merci beaucoup Philippe Albrecht, président fondateur de Kanza, partenaire de l'Agora des DSI. On va pouvoir passer à la deuxième partie de notre interview. Alors, on a vu un peu toute la préparation, tout l'amont de ces JO 2024. A priori, en tout cas de l'extérieur, tout s'est bien passé en termes de cybersécurité. Dans cette préparation, alors j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment? Et quel a été l'impact pour les prestataires, le retour qu'ils ont pu te faire par la suite après ces 5 années de collaboration? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'on aurait fait différemment, déjà, il faut être humble par rapport aux résultats obtenus. Le succès, il est là. C'est vrai que c'est un immense privilège comparé à beaucoup de mes confrères. Je peux dire que le travail, il est livré. Alors que maintenant que je suis de retour dans une organisation pérenne, Oui. je ne sais pas avec 100% de certitude ce qui se passe à un moment donné sur mon système d'information. Là, les jeux sont terminés, ça a été démantelé, c'est un succès. Et puis à côté de ça, ça a été un succès avec un budget qui est resté maîtrisé. Tout le budget du comité d'organisation est resté maîtrisé, mais on a fonctionné avec moins de 30 millions d'euros, ce qui pour 5 ans et pour l'ampleur du SI est très raisonnable. Maintenant, si c'était à refaire, il est évident qu'avec le retour de l'expérience, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je me prendrais différemment et d'ailleurs que j'ai partagé avec mon successeur à Los Angeles. La première, c'est qu'on mobiliserait plutôt les partenaires autour de ce qu'on a appelé le club des RSSI, nous, et qu'on a activé en septembre 2023. Donc, un petit peu moins d'un an avant les Jeux, on a commencé à réunir autour de nous, sur la base du volontariat, les RSSI des grandes organisations, des partenaires, des fournisseurs, mais également des opérateurs d'infrastructure et des membres de l'écosystème, pour justement commencer à réfléchir tous ensemble et structurer notre défense collective. Ça a bien marché. On aurait commencé 6 mois plus tôt. Je pense qu'on aurait été bien reçu également et on aurait pu aller encore plus loin dans la coopération. J'aurais aimé également pousser plus loin le curseur de l'analyse et de la défense cyberphysique. C'est-à-dire que dans le secteur de l'événementiel, en particulier, on a des enjeux de plus en plus importants entre le physique et le cyber, donc autour des sites de compétition et de célébration, puisqu'on accueille du public dont on doit assurer la sécurité. Et ça passe par un certain nombre de systèmes technologiques. Système de vidéoprotection, système de contrôle d'accès, mais aussi, et on y pense moins, système d'affichage, système de sonorisation sont critiques. Donc on a conçu une démarche et on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec l'ANSSI, avec les opérateurs de sites. Mais là aussi, je pense que ça aurait été intéressant d'aller plus loin parce que ça va clairement être un enjeu croissant pour le monde de l'événementiel, qu'il soit sportif ou culturel. Et puis, avec le recul, il y a tout un tas de choses qu'on aurait pu faire de façon beaucoup plus simple. Le fait est que la collaboration avec l'État s'est globalement très très bien passée, mais qu'il y a eu des grosses frictions sur un certain nombre de sujets, notamment sur notre partenaire cloud préféré, Alibaba. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai peut-être, moi personnellement, été naïf et qui ont pas facilité le fonctionnement du comité d'organisation. Maintenant, le retour qu'on en a de la part des partenaires, des membres de l'écosystème, c'est globalement ce que j'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de RSSI qui ont pu porter des initiatives, qui ont pu donner de la visibilité aussi à leur métier. Alors dans beaucoup, c'était pas le cas bien sûr de toutes les structures, mais dans beaucoup d'entre elles, l'opportunité de parler de cybersécurité à leur comité de direction, de débloquer des sujets qui n'avançaient pas depuis très longtemps. C'était aussi, on en a moins parlé parce que l'été s'est globalement bien passé pour les Jeux, mais un certain nombre de témoignages qui m'ont été faits de membres de l'écosystème, de partenaires qui m'ont indiqué que
incident ou pas incident, ils avaient vu un volume d'activité malveillante beaucoup plus élevé que la norme et que donc le travail avait payé. Et puis on le verra dans les prochains mois et les prochaines années, et notamment dans la perspective des Jeux olympiques d'hiver en 2030 en France. J'espère qu'on a contribué à notre échelle à muscler un petit peu l'écosystème de l'événementiel sportif et à les faire évoluer dans un monde où la cyber deviendra une considération. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, que les JO sont passés, que se passe-t-il? On éteint, tout, on éteint la lumière, on débranche les prises et on s'en va. Ça se fait comment, ce décommissionnement, en combien de temps? Alors, il y a un petit peu de tout. Déjà, il y a un aspect qui est très brutal, quand on y réfléchit, c'est que, 80 à 90 des effectifs du comité d'organisation, heu, part dans la semaine qui suit la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain nombre de collaborateurs, on a évidemment alors ils l'apprennent pas au dernier moment, Ouais. mais j'ai un certain nombre de collaborateurs, leurs instructions, c'était après la cérémonie de clôture, télétravail only, et ils sont repassés au bureau juste pour dire au revoir à leurs collègues et rendre leur PC. Parce que, c'est de la masse salariale et très rapidement, en fait, une fois que l'événement est terminé, il faut réduire cette masse salariale. Donc c'est programmé en amont, mais c'est vrai que c'est frappant parce que c'est très intense. On passe vraiment du plus grand événement au monde à, qu'est-ce que je fais ensuite? Et puis, pour une partie d'entre nous, l'aventure, elle continue encore quelques mois. Donc, il faut savoir que le comité d'organisation lui-même, il a mis la clé sous la porte en juin dernier, en juin 2025. Donc, pratiquement un an après la fin des Jeux. Moi, je suis resté jusqu'à la fin du mois de novembre et le directeur de la technologie est resté jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? Comme tu l'as dit, on a décommissionné. Alors, pour le décommissionnement, on avait imaginé, en s'inspirant des informations qu'on avait pu récupérer à droite et à gauche, de Rio, de Tokyo, que c'était une grande opération et que c'était un mini-projet. Et puis, en fait, la différence, c'est qu'à Tokyo et à Rio, ils faisaient du data center et nous, on était cloud native. Et donc, décommissionner en cloud native, quand on a anticipé, quand on a prévu ces modalités de réversibilité, la récupération des données, travailler avec les stakeholders pour identifier quelles données devaient être conservées et selon quelles modalités, et ben, c'est aussi simple que de cliquer sur un lien. Et c'est là aussi, c'est très frappant de se dire on a passé des années à construire ce système d'information et c'est même pas des semaines, c'est des jours qu'il faut pour le démanteler. Avec mon équipe, on a bataillé pour construire un stock à l'état de l'art, probablement pendant ces quelques semaines l'un des meilleurs stocks du monde, et 1 mois après, il y a plus rien. Donc Est-ce que c'est pas dur psychologiquement? c'est très, très dur psychologiquement. Moi, je suis resté en contact. Alors, on construit des liens très, très forts, avec les gens avec qui on travaille parce que c'est une grande aventure. C'est vraiment, c'est une organisation à mission. C'est presque la définition d'une Mmh. organisation à mission, un comité d'organisation. On est là pour livrer un événement et donc ça crée, des liens très, très forts et puis, il faut penser que les Jeux olympiques et paralympiques sont uniques en cela que, particulièrement les Jeux olympiques, sont actifs 24/7. Lorsque la Coupe du monde de la FIFA a lieu, à part à la fin du tour qualificatif, il n'y a jamais 2 compétitions en même temps. Nous, avec en plus le surf à Tahiti, il y a littéralement des journées où ça ne s'arrêtait pas et du point de vue cybersécurité, ça faisait partie des fonctions 24/7. C'est-à-dire que ce qu'on fait rarement dans ce métier, à part quand on est un professionnel du SOC, on a restructuré toute l'équipe à l'approche des Jeux en 3 squads qui se relayaient en permanence et donc on affronte certains des meilleurs hackers du monde. On affronte des difficultés qui prennent tout de suite des proportions énormes compte tenu des enjeux, tous ensemble, en se serrant les coudes. Donc, à la fin, on a des liens très très étroits, on reste en contact, et c'est vrai que bah, pour certains d'entre eux, enfin, il y a un mix. En fait, c'est fini, donc tout d'un coup, ça se relâche. Ouais. On a travaillé comme des chiens pendant des mois, on s'est à peu près assis sur tous nos congés pour l'année 2024, et ça y est, là, c'est fini, on touche notre dernier chèque, notre solde de tout compte, et on peut aller voir les copains, on peut retrouver sa famille. Et puis ensuite, très rapidement, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ah ouais, quand même, c'est fini, ça me manque un petit peu, en fait, cette tension, cette pression, cette importance aussi de ce qu'on fait. Heu, alors moi, j'ai eu de la chance parce que, j'ai été très sollicité par le décommissionnement. Il y a eu un certain nombre tu le mentionnais, il y a eu un certain nombre d'invitations. Il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par le retour d'expérience qu'on pouvait partager sur les jeux. Et puis, il y avait un ultime projet, qui moi m'a tenu jusque la dernière semaine avant mon départ du comité, qui était le handover. C'est-à-dire que, on prépare la synthèse de nos 50 projets pour nos successeurs à Los Angeles. On leur explique le bon,
le moins bon, ce qu'on aurait fait différemment, ce sur quoi on leur recommande de se préparer. Et puis, ensuite, moi, j'ai replongé tout de suite parce que j'avais eu un très bon contact avec BPI France, mais il y a quand même des petits moments où on a le blues. Et d'ailleurs, il y a une expression even blues qui désigne cet état d'esprit après l'événement et que tous les grands professionnels qui alternent entre les grands événements internationaux connaissent à un moment ou à un autre. Bien sûr. Sur le plan personnel, comment tu as vécu ces années de préparation des JO qui, j'imagine, doivent être très exigeantes? Comment ça s'est passé et voilà, est-ce que c'est bien, pas bien? Quel est le retour que tu as là-dessus? Alors c'est très intense. Moi j'ai pris quelques cheveux blancs, j'ai perdu quelques kilos. C'est, extrêmement éprouvant, moralement, physiquement, mentalement. C'est vraiment exigeant également, d'un point de vue personnel parce que, il y a des formidables expériences, mais, moi j'ai aussi une famille qui vivait les JO à travers moi et c'est parfois difficile et je sais qu'un certain nombre de mes collègues, pour un certain nombre de mes collègues, ça a été, difficile au point de la séparation. Donc, il y a effectivement un côté un petit peu plus, sombre. C'est un gros, gros travail. Ce sont des structures qui, contrairement à ce qu'on pense, fonctionnent avec des budgets relativement limités. Donc, ça veut dire qu'on est peu nombreux. Comme il y a une croissance qui est énorme, on est constamment en train de courir pour, recruter des gens, pour enrichir l'équipe et lorsqu'ils arrivent, il est déjà trop tard, il faut déjà penser au suivant et donc, c'est très, très intense. Alors, si c'était à refaire, j'y retournerais sans hésiter. Mais si on m'avait dit en 2020 la moitié des enquiquinements qui m'attendaient, j'y serais jamais allé. Eh ben, on va finir sur cette touche. Merci beaucoup, Franz Régul. Je rappelle que tu es directeur cybersécurité de BPI France et ancien RSSI des JO 2024 sur cette thématique. Retour sur les JO 2024 et les impacts sur les prestataires. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions avec beaucoup de sincérité. Merci Lucas. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode des Enfants de l'IT et à bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube et sur le site Agora Managers TV. Et bien sûr, sur LinkedIn en suivant la page Agora DSI CIO. Rendez-vous au prochain épisode.